Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Have You Met Robert, le podcast qui met en lumière des récits authentiques de femmes sur leur rencontre avec Robert. Robert est partout, dans nos maisons, nos rues, nos lieux de travail, nos médias, nos films, nos écoles, nos politiques. Il sévit depuis si longtemps que son comportement est parfois parfaitement intégré, minimisé et excusé. Il lui arrive aussi d'être violent, très violent. Robert représente les violences faites aux femmes en général. J'avais envie de lever le voile sur son comportement, parfois inconscient et parfois totalement indécent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura et je lance ce podcast de façon indépendante pour libérer la parole des femmes, pour provoquer une prise de conscience et surtout pour tenter à ma petite échelle de rendre ce monde plus sûr pour les femmes. Et franchement, il y a du taf. Alors merci beaucoup pour votre écoute, ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire positif sur les plateformes d'écoute. Moi, ça m'aiderait énormément et ça pourrait aider aussi d'autres femmes qui ont envie ou besoin d'écouter ces précieux témoignages. Aujourd'hui, je discute avec Marion. Avec Marion, on a parlé de regard masculin, de complexes liés à un rejet de son corps, de sexualité en général et de violences sexuelles, de tenter de justifier l'inacceptable et de Robert par milliers. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est l'honnêteté brute de Marion, son franc-parler et la passion avec lesquelles elle raconte ses histoires. J'ai adoré échanger avec elle, même si parfois ça m'a retourné le bide. Je la remercie particulièrement pour son témoignage qui n'a pas été facile, en espérant que celui-ci aide d'autres femmes. Allez, c'est parti pour l'épisode. Avertissement. Cet épisode comporte des passages décrivant des actes de violence qui pourraient perturber certaines personnes, en particulier les plus sensibles. Je préfère vous prévenir afin que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à l'écoute de cet épisode. Salut Marion. Salut Laura. Je suis super ravie de t'avoir sur le podcast Have You Met Robert. Je sais qu'on a beaucoup de choses à se raconter, donc si tu veux bien commencer par te présenter, ce serait super. Oui, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Je m'appelle Marion, j'ai 36 ans. J'ai une carrière dans l'événementiel international, dans le sport automobile principalement. Et j'habite actuellement à Aix-en-Provence après 7-8 années d'expatriation en Angleterre, en Espagne, un petit tour du monde aussi d'1 an et demi. Et voilà, fraîchement de retour en France pour mon plus grand bonheur. Trop bien. On va commencer par la question un peu bizarre. Est-ce que tu te rappelles quand tu t'es rendu compte que tu étais une fille ou une femme dans l'enfance ou dans l'adolescence Alors cette question, pour moi, elle n'était pas forcément évidente parce que j'ai pas de souvenir dans l'enfance d'avoir senti que j'étais une femme, si ce n'est que je suis dans une fratrie, je suis l'aînée d'une sœur cadette et d'un petit frère, et comme j'étais la fille, pour moi c'était un petit peu la normalité finalement, puisque j'étais le premier enfant, donc j'ai pas ressenti dans l'enfance en tout cas que j'étais une femme, ou j'ai pas forcément de souvenir par rapport à ça, mais là où ça m'a vraiment marqué, c'était au collège. Donc à l'arrivée au collège, j'ai été formée assez jeune finalement, donc j'ai eu de la poitrine beaucoup plus tôt que les autres filles de ma classe, et ça m'a beaucoup gênée en fait. J'ai vraiment senti que j'étais une femme à ce moment-là parce qu'il commençait à y avoir des regards. À quel âge Je pense que j'étais en 5e, donc je sais pas trop quel âge on a en 5e, 12 ans. Ouais, je pense. Je crois, 11-12 ans. Ouais. Et en fait, je crois que mon premier soutien-gorge était en 6e, et avant d'avoir un soutien-gorge, j'avais vachement honte en fait que ça puisse un peu se voir à travers le t-shirt. Par exemple, quand il y avait des séances de sport et tout ça, à travers le débardeur, j'étais pas à l'aise. Je me sentais nulle vis-à-vis des autres, alors que je pense qu'il y a des filles qui l'ont vécu comme « Ah, trop bien, je suis une femme », tu vois. Et moi, je me souviens que ça me complexait. Je cherchais pas forcément à le montrer. Et puis c'est vrai qu'il y avait des commentaires, authentiquement, que ce soit dans les filles ou même les garçons qui, à cet âge-là, sont un peu plus puérils. À tous les âges. Voilà, ça ne va pas en s'argent. Mais particulièrement à cet âge-là, où il y a encore un peu...
d'enfance Oui, qui reste chez les jeunes garçons. Là, il y avait des remarques et je l'ai vraiment senti à ce moment-là. Et je me souviens d'un mec de ma classe qui faisait des remarques un petit peu appuyées à ce sujet et même qui comparait les filles en fonction des tailles de poitrine, quoi. Donc là, je l'ai profondément senti. Moi, donc, je dirais, pour résumer, que c'est vraiment le changement de mon corps. C'est marrant parce que quand j'ai eu mes règles, c'est pas le souvenir d'avoir eu mes règles qui m'a fait sentir comme ça. C'est vraiment, du coup, le changement physique et finalement le regard de ce qu'ont renvoyé les autres à l'égard de ce changement physique, finalement. Je pense que, vu que c'était un peu plus précoce que les autres, ça sortait d'une normalité, donc je pouvais pas vraiment me cacher. C'était le fait de stand out, de vraiment de sortir du lot par rapport à d'autres filles. Et je pense aussi, tu vois, que je me souviens plus trop exactement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais je pense que j'ai rapidement compris que finalement, avoir des seins, ça appelait la sexualité. Mais c'était pas du tout un concept auquel j'étais préparée, prête, tu vois. Et c'était l'arrivée de ça, enfin, la sexualité. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que ça a été un sujet qui a été abordé extrêmement librement ou très préparé dans ma famille, même s'il n'y avait pas de langue de bois et que j'aurais pu poser n'importe quelle question. C'était pas... Voilà, je me sentais pas très préparée sur le sujet, mais en même temps, en 6e, on n'a pas vraiment besoin de l'être, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marquée et qui m'a un peu gênée. Pour le fait de sortir du lot, j'ai envie de dire. Oui, parce que quand on est adolescent, on a toujours envie d'être un peu comme tout le monde. On a envie de se fondre un peu dans la masse, justement. Exactement. Ok, ouais, hyper intéressant. En fait, là, ça relie un petit peu, enfin, ça lie un petit peu les deux questions, mais un peu plus tard, quand tu es devenue vraiment femme, est-ce que le fait d'être femme t'a limité dans certaines actions ou dans certains domaines, que ce soit du domaine privé ou du domaine pro ou public, enfin, tu sais, dans la rue, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es sentie... Voilà, il y a des limitations qui t'ont été imposées par ce corps de femme. En fait, il y a eu des limitations dès l'adolescence. Mais je l'ai compris qu'en étant adulte, ça. D'accord. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti ça comme une limitation d'un parent qui pose des règles sur un enfant. Mais a posteriori, je me rends compte que c'est parce que j'étais une fille. Donc je l'ai pas forcément vécu comme une injustice sur le moment. Je vais te donner 2-3 exemples. C'est ça, surtout dans le discours de mon père, finalement, dans l'adolescence, que j'ai senti ça. Là, je vais te sortir 2-3 anecdotes comme ça, mais celle où j'étais la plus jeune, qui m'a un peu marquée, c'est quand j'ai voulu aller voir, je sais plus si c'était Scary Movie ou Scream qui est sorti au cinéma, Scream. Et je voulais y aller, j'étais en 5e avec ma meilleure amie et un copain de la classe. Et mes parents se sont totalement offusqués qu'un garçon de cet âge-là puisse emmener voir 2 filles comme ça au cinéma, voir un film d'horreur. Ça ne pouvait être qu'un tordu qui voulait faire des choses avec les filles. D'accord. Donc, moi, j'ai été un petit peu choquée parce que c'est pas du tout une idée qui m'avait traversé l'esprit. Et en plus, je connaissais cette personne et c'était un bisounours. Donc, pour moi, l'idée ne m'avait même pas effleurée. Encore moins avec cette personne. Et je crois que le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai quand même pu y aller. D'accord. Ou qu'on est allé voir un autre film. J'arrive plus à me souvenir, mais on a fait cette sortie ciné avec ce garçon de ma classe. Et en fait, ce dont je me rends compte en tant qu'adulte maintenant, c'est que si j'avais été un garçon, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette inquiétude par rapport au film d'horreur si mon frère, par exemple, avait voulu y aller avec 2 filles. Je pense pas qu'il l'aurait vu de cette façon. Les autres exemples, mais ça, c'est le discours naze de mon père qui nous dit quand à 13 ans j'annonce à mon père que je fume, 13 ou 14 ans, qui nous dit de toute façon il n'y a que les putes qui fument, une femme qui fume c'est une pute, ma sœur à un moment donné, tu sais, dans l'adolescence quand on est un peu dans le petit mood racaille, survêt de basket, on lâche des petits molars comme ça, un peu dégueu, ma sœur qui crache et mon père qui lui dit arrête de cracher comme une salope. Waouh. Donc voilà, ce genre de truc. Je suis donc l'aînée. Je rêvais d'avoir un scooter pour avoir une indépendance parce que après, quand j'avais 14-15 ans, on a déménagé dans un endroit qui est extrêmement
qui était reculée, et donc je n'avais pas vraiment la liberté de mes faits et gestes, et je dépendais de ma mère pour faire les trajets. Donc j'ai voulu un scooter. Mon père m'avait dit oui à la légère, c'était pas du tout une discussion de couple, et donc je n'ai pas eu de scooter. Ma sœur n'a pas eu de scooter, et mon petit frère, à 14 ans, a passé son BSR pour avoir un scooter. Donc, j'en veux pas à mes parents, mais il y a le petit pincement au cœur de se dire, lui, il a eu beaucoup plus de liberté et tout ça. Donc, c'était basé sur le fait que mon frère, ayant fait énormément de vélo, avait plus de mobilité sur un deux roues, beaucoup plus l'appréhension de la route que nous. Et ça, je l'entends tout à fait sur le plan sécuritaire, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y avait quand même le fait que j'étais une fille, et que j'étais peut-être moins dégourdie que mon frère, peut-être pas qu'un garçon dans l'absolu, mais en tout cas que mon frère. Et donc ça, a posteriori, je l'ai quand même un peu vécu comme la différence fille-garçon. Tu penses pas que c'était pour te protéger? Si, je pense que c'était pour me protéger. Ma mère est médecin, elle travaillait dans des hôpitaux, elle voyait de ses propres yeux chaque jour ce que faisaient les accidents de la route. Mais pourquoi alors on n'a pas eu envie de protéger le garçon? Pourquoi a-t-on eu envie plus de protéger une fille qu'un garçon? Est-ce que peut-être il y a aussi l'expérience de la parentalité qui fait qu'au bout du 3e enfant, on a fait tomber un peu l'inquiétude quand on a vu que ça s'est bien passé pour les 2 premiers? Encore que ma sœur, par exemple, a eu un accident de scooter. Elle s'est cassée la jambe. Donc voilà, finalement, c'est après ma sœur du milieu qui se casse la jambe. Mon frère arrive, il a un scooter. Donc, ouais, ok. Là... Moi, j'ai pas de ressentiment, mais je pense que si j'avais été un garçon aîné de la famille, j'aurais sûrement pu avoir un scooter à 14 ans. Ouais. Probablement. Ouais, je pense. Moi non plus, j'ai pas reçu mon scooter, ni mes sœurs d'ailleurs. Oh. Il n'y avait pas de comparaison de garçons dans ta famille. Ouais. Non. Mais ouais, c'est intéressant ce traitement des fois dans tes parents. Est-ce que tu as ressenti un petit peu une différence dans l'éducation vis-à-vis de tes parents par rapport à ton frère? C'est difficile à répondre comme question par rapport à la fratrie et à l'histoire de la famille. Je pense que j'ai envie de dire... L'enfant intérieur a envie de dire oui. Quand on est aîné, peut-être que tu vas t'identifier aussi, quand on est aîné, on ouvre la voie sur beaucoup de choses. Et c'est la première fois pour le parent. Et de ce fait... les parents sont peut-être plus peureux, tendus et stricts avec le premier qu'avec les suivants. Et donc, c'est très difficile pour moi de te dire que la flexibilité ou la compréhension qu'ils ont eue pour le dernier et du fait que c'est un garçon, je veux pas être injuste au niveau de la parentalité et aussi de l'histoire familiale, parce qu'il y a eu des événements qui ont été difficiles et qui ont fait que... il y a eu des choses plus graves que se prendre la tête sur des petites choses du quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un petit peu une différence dans l'éducation. Et à la fois, ça me choque pas forcément pour autant. Parce que une fille, une femme, un homme ne vivent pas la même chose en société, et adapter l'éducation, si c'est pas discriminatoire, encore une fois, ça me semble logique. Donc moi, si j'ai une fille et un garçon, je pense que dans mon éducation sur les valeurs, sur la morale et tout ça, ce sera les mêmes choses. Mais dans le partage de certaines activités ou certaines discussions, ça peut pas être la même chose, tu vois. Par exemple j'aurais vraiment envie de sensibiliser mon garçon sur le traitement d'une femme. Je pense que je passerai moins de temps à expliquer à ma femme qu'il faut respecter son compagnon. Oui, à ma fille. Je pense que je vais moins ressentir le besoin d'expliquer à ma fille qu'il faut être une partenaire correcte envers son compagnon, qu'il faut éviter de faire ci et ça. Mais je vais avoir terriblement envie et comme une mission de tout faire pour que mon fils il comprenne qu'en fait il faut traiter la femme comme son égale et ne jamais la manquer de respect, et que des fois le manque de respect il peut survenir dans des choses qu'on ne soupçonne pas ou pour lesquelles on n'a pas du tout l'intention.
Et voilà, donc l'alerter beaucoup plus. Ça, c'en est une. Par exemple, les menstruations de ma fille, c'est quelque chose que je ne partagerai pas avec mon garçon. Je pense qu'on ne prépare pas un garçon et une fille à la sexualité de la même façon. On peut expliquer ce qu'est la sexualité, mais on va peut-être pas choisir les mêmes exemples ou les mêmes mots quand on va parler à une fille ou quand on va parler à un garçon. Pour l'approche de la sexualité, par exemple. Mais en fait, je voulais juste revenir sur ta question de base parce que je me suis un peu étendue sur cette réponse pour l'adolescence. Je voulais dire que dans ma vie de femme, après, là où je l'ai le plus ressenti, c'était dans la sphère professionnelle. Tes limitations, tu veux dire? Oui, les limitations. Et en fait, comme je disais au début, en fait, j'ai fait ma carrière pendant 10 ans dans le sport automobile. Et alors, le sport automobile à l'international, il y a beaucoup de parité. Dans ma dernière entreprise, il y avait presque plus de femmes que d'hommes dans l'entreprise. Et ça, c'était très appréciable. Mais dans la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était une entreprise française. Et j'étais stagiaire, fraîchement sortie des études, bac plus 5, et mon stage de fin d'études. Et je me suis beaucoup plu. Et quand il a été question que je me fasse embaucher, mon N+2, donc le big dire comme sales, enfin voilà. Il chapeautait énormément de personnes. Il m'a vachement pris de haut, en fait. Alors, la petite Marion, avec, tu vois, des remarques un petit peu... pas méprisantes, mais narquois, tu vois. Et pour faire sentir, en fait, comme... Moi, j'ai ressenti du mépris dans ses yeux, tu vois. Du fait qu'en plus, physiquement, je suis quelqu'un d'assez petit. Tu vois, ça me faisait... En parlant de taille, au travail, les jours de meeting, je faisais exprès de mettre des talons. Parce que je fais 1m57 et que du coup 10 cm de plus, j'étais plus à la hauteur des yeux des hommes, moins à la hauteur du décolleté, tu vois. et que du coup, je prenais plus d'assurance parce que déjà j'avais une posture plus haute physiquement. Et je me rappelle de lui et j'ai une amertume quand je pense à ce mec. Et je me dis en fait à quel point j'ai dû faire mes preuves. Mais tellement faire mes preuves alors que j'étais faite pour ce job que j'ai eu. Pas de problème. J'étais tellement faite pour ce job. Je parlais 3 langues couramment, sortie de bac 1. Je parlais anglais et espagnol couramment, plus le français. J'avais déjà vécu à l'étranger. J'avais un MBA en marketing. Donc, j'étais legit sur toute la ligne. Et malgré ça, le mec m'a pris de haut. Donc, c'était juste un pur Robert. Voilà, typiquement. Mais justement, c'est une belle transition parce que du coup, tu sais bien que tout le monde le sait, tout le monde qui écoute sait que ce podcast s'appelle Have You Met Robert. Donc le Robert représentant un petit peu cette toxicité masculine que tu viens de décrire un peu. Hein. Donc chaque Robert prend une forme différente et je serais super curieuse de savoir un petit peu toi, à ton avis, quelle est la définition d'un Robert ? C'est une vaste question. Je pense que la réponse, elle est très personnelle. C'est une question d'expérience personnelle. Donc, j'ai pas réussi à te synthétiser quelque chose en quelques phrases. Pas de problème. Mais je pense que la première chose à dire, à mes yeux, un Robert, est quelqu'un, en fait, un homme qui prend des libertés abusives sur les femmes sous prétexte de son genre. C'est comme ça que moi j'ai eu envie de le décrire. C'est que le Robert, c'est l'homme qui va rentrer dans un abus vis-à-vis d'une femme. Et en fait, je pense qu'il y a une histoire de pouvoir, de sentiment de supériorité. Et donc c'est pour ça que je pense que le Robert, en fait, il se sent plus fort, plus méritant. Il pense que sa parole, en fait, elle prévaut sur celle d'une femme. Et tu vois, en fait, il a... Ce que moi, j'ai remarqué dans mon histoire personnelle, c'est que le Robert, c'est typiquement le mec qui a pour hantise d'être associé à un truc dit, entre guillemets, de gonzesse. Pleurer comme une gonzesse pour un film, tu vois, ou ça, c'est un truc de tarlouse. Voilà, typiquement, le Robert, non seulement il a pour hantise d'être associé à un comportement dit féminin, mais en plus, bien souvent, il y a une homophobie déguisée là derrière. Et ça fait partie pour moi un petit peu du package, tu vois. Et je trouve en fait que dans la notion d'abus, il y a toujours une notion un petit peu indissociable de violence. Parce que l'abus, forcément, c'est le non, à mes yeux, en tout cas, c'est le non-respect d'un consentement.
Et donc, c'est un acte de violence. Et je pense que le Robert, il associe la violence à la démonstration de sa force et de sa supériorité. Je pense finalement que c'est sa façon d'exprimer ça de manière très primaire. Et typiquement, tu vois, je pense que le Robert, il a un problème avec le fait que sa femme gagne plus d'argent que lui. Tu vois, moi, j'associe vraiment le Robert au mec qui serait pas capable de dire ma femme gagne 3-4 plus que moi, elle est directrice et moi, je ne suis que assistant. Je pense qu'un Robert n'accepterait pas ce concept, typiquement, tu vois. Et en fait, tu vois, ça m'a de revivre un petit peu tous ces moments d'enfance et d'adolescence par rapport à notre épisode d'aujourd'hui. Ça m'a fait réaliser qu'il y a une vraie différence entre le Robert d'antan et le Robert d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une forme de sournoiserie dans le Robert d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, tu sais, les Robert, les boomers, nos papas, les Robert, tu vois. Ces Robert-là, on sortait d'un modèle d'après-guerre où c'était normal que la femme soit à la maison pour faire à bouffer, qu'elle s'occupe des enfants et tout ça. Aujourd'hui, la femme s'est quand même vachement émancipée au niveau de la société, elle travaille et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est encore plus sournois. Parce qu'en fait, il va déguiser ses abus sous des blagues. Et ça, c'est encore pire. Tu vois ? Ah, mais ça va, tu vois, il va genre te dire, ah, ça va, t'as pas d'humour ou quoi ? En te disant un gros truc bien dégueulasse, je sais pas, moi, tu marches avec ton mec dans la rue, oh putain, le petit cul de elle. Non mais ça va, ça va, t'as pas d'humour ou quoi, je disais ça pour rigoler. Trop drôle. Trop marrant, je me fends la gueule, tu vois. Donc, et il y a ça, et il y a aussi le fait, tu vois, que aujourd'hui, le Robert, il est vachement plus dans la justification. Donc, il va avoir des paroles de justification de l'inacceptable, en fait, de l'injustifiable. Et en fait, il va faire pire que ça, et c'est en ça que pour moi, c'est devenu hyper sournois aujourd'hui, c'est qu'il va justifier le comportement robertiste par une conséquence du comportement de la femme. Elle a une mini-jupe, faut pas étonner qu'elle se fasse violer. Faut pas s'étonner qu'elle se fasse violer. C'est parce qu'elle porte une mini-jupe qu'il est légitime de la violer. Donc ça, pour moi, c'est le comportement typique. Les excuses, en fait, qui se trouvent oui, un peu... c'est la justification par des... Il n'est incapable de se responsabiliser. Moi, j'ai des instincts primaires. Si tu fais ça, c'est ta faute. C'est ta faute que moi, j'exprime ma violence sur toi. Donc, voilà. Écoute, je pense que c'est un peu mon résumé. J'ai ouvert 12 000 pistes sur les Robert, mais je pense qu'il y en a bien d'autres. Mais en tout cas, c'est ce qui, moi, là, me frappe le plus. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir l'évolution du Robert dans la société. Et voilà. C'est une très, très belle définition. Belle... entre guillemets, parce que c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ça soulève beaucoup de passion et de colère un peu en toi. Enfin, tu vois, genre, je sens le... Et du coup, ça m'amène à la prochaine question, vu que voilà, ça vient vraiment des tripes. Quelle est ton histoire que tu as envie de nous partager par rapport à un Robert que tu aurais pu rencontrer, plusieurs Robert que tu aurais pu croiser sur ton chemin de femme? Cette question, bien sûr, c'est la plus dure. Bah oui, c'est la question principale. La question à 12 000. C'est la question la plus dure parce que à 36 ans, j'ai l'impression d'avoir rencontré des milliers de Robert. Des milliers de Robert, à commencer par le premier homme de ma vie, c'est-à-dire mon papa. Suivi de près de certains de mes oncles, de certains de mes cousins et de certains de mes ex-compagnons. Donc, en fait, les hommes qui ont partagé mon intimité d'une façon ou d'une autre, beaucoup ont été des Robert. Donc, finalement, c'est difficile parce que ça s'inscrit presque comme une normalité. Et donc, on a du mal à s'en rendre compte sur le moment. On sent quelque chose de désagréable, mais on n'arrive pas à identifier que c'est pas OK. Et c'est que maintenant qu'on est tous éveillés, qu'on se rend compte de toutes ces choses. T'as le sentiment d'avoir grandi au milieu de Robert? Ouais. Vraiment? Ouais. D'accord. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. J'entends parfois des filles me raconter leurs relations à leur père, des femmes qui ont évolué dans certains milieux familiaux ou d'autres pays, où je ne perçois pas forcément
de robertisme. Donc après, c'est peut-être... Ouais. L'invention du robertisme. Ouais. Mais je pense que c'est un sujet de société et maintenant, il est mis sous les spotlights. Donc on est beaucoup plus... on fait vachement plus gaffe aujourd'hui. Et à l'époque, c'était presque normal finalement. Les mecs qui rigolaient en se tapant sur le ventre. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça, à moins, sinon t'es pointé du doigt. Ils le font en cachette. Tu le fais en cachette, mais t'en as honte. Mais tu sais, c'est exactement pareil que l'arrêt de la clope. Hein. À l'époque, c'était trop stylé de fumer et tout machin. Il y a 10 ans, tu fumais, t'étais un VG. Aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer du coup il y a 1 an et demi. J'avais honte de sortir fumer une clope. J'avais honte. Eh ben, je pense, totalement différent, mais qu'on s'approche d'un truc un peu comme ça, tu vois. Ça serait bien. Ouais, ce serait top. Donc, pour revenir sur ta question qui est l'histoire de mes Robert, je trouve ça tellement difficile d'en choisir qu'une. Donc, j'ai quand même réussi à choisir un sujet qui me semble très important et c'est assez challenging pour moi de te parler de ça. Mais c'est pour ça aussi que j'ai envie de le faire. Mais j'ai quand même pris quelques notes pour savoir de quoi je n'allais pas te parler aujourd'hui. Et je voudrais juste te lire 2-3 petites phrases pour jeter des petites idées de ce que j'aurais pu aussi développer pour dire que finalement, là, je vais parler d'un sujet fort, mais qu'il y a aussi tous ces trucs qui sont pas OK. Donc, dans mes petites notes, il y a écrit « La main au cul dans l'escalier du lycée par un mec que je ne connais pas. Les sifflements animaux dans la rue. » à multiples reprises, le mépris de certains managers hommes, la blague salace de ce connard de podologue, les zooms sur mon décolleté encore et encore, entre parenthèses à cause desquels j'ai simplement arrêté de porter des décolletés, le chantage sexuel de mon partenaire qui exigeait que je sois épilée de telle façon, sans quoi, je quote, il ne me toucherait même pas en rêve, etc., etc. Voilà. Donc, quelques petits exemples. Voilà. Ouais. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Moi, ça me parle aussi. Je veux dire, on a toutes vécu ce genre de remarques, des sifflements dans la rue. Enfin, particulièrement en France où le harcèlement de rue est fort, pour avoir vécu dans d'autres pays. Toi aussi, tu as vécu dans d'autres pays où on n'a pas vécu ce genre de choses. C'est vrai qu'à Londres, on sent pas ça. Non, ni à Barcelone, ni à... c'est vrai. Ouais. C'est typiquement... Vraiment, moi, je trouve qu'il y a une grosse différence en France par rapport à ça. Mais en tout cas, tous ces exemples-là, je suis sûre qu'ils parlent à beaucoup de monde. Donc, merci de les avoir partagés. Et je sais que là, c'est pas évident pour toi de parler du reste, mais je te remercie beaucoup. J'espère que ça va aussi aider d'autres femmes qui vont nous écouter aujourd'hui. Et partage ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie, ce sur quoi tu te sens à l'aise. Évidemment, il n'y a aucune obligation sur ce podcast. En fait, le sujet que je veux partager aujourd'hui, c'est le sujet du viol. Et en fait, je tiens à partager mon expérience aujourd'hui parce qu'en fait, je n'ai jamais réalisé que j'avais subi des viols jusqu'à il y a 1 an. J'ai 36 ans et c'est seulement l'année dernière, à l'occasion d'un énième travail de développement personnel. Pour les connaisseurs, j'ai fait un recouvrement d'âme. Natacha Calestrémé, coucou. Et dans cet exercice, en fait, on te demande de faire un tableau et de noter toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Mais elle nous invite à lister des trucs aussi bêtes que quand tu m'as répondu sur ce ton-là, ça m'a énormément blessée. Voilà. Donc, je me suis dit, on va essayer d'aller top line, chercher les gros trucs qui m'ont bien zigouillé. Et assez rapidement, finalement, je me suis retrouvée à penser à un événement qui m'avait dégoûtée, qui m'avait fait ressentir quelque chose de terrible. Et je me suis dit, mais en fait, merde, c'était un viol. Et donc, je tiens juste à contextualiser en disant que dans mon adolescence, une femme qui m'était extrêmement proche a subi un viol. Finalement, qui était... En fait... Donc, elle a subi ce viol et c'était un petit peu le viol qu'on voit dans les médias, qu'on voit dans les films, le viol qui implique la police. Et donc, qui implique la police, qui implique des violences. Et du coup, pour moi, tout ce qui n'était pas ça n'était pas un viol. Et donc, finalement, après, dans la découverte de ma sexualité, j'ai vécu des choses
quand j'ai eu donc j'en ai recensé 3, je pense qu'il y en a plus, mais je vais vous expliquer ces trois occurrences. Et sur le moment, pour moi, je n'ai pas du tout compris ce que c'était ça, en fait. Parce que aussi, il y a 15 ans, on n'utilisait pas forcément ce mot pour des occurrences un peu plus domestiques. Parce qu'à chaque fois, c'était des personnes que je connaissais, avec qui j'étais amie. Ce qui est souvent le cas, en fait. Finalement, je crois que c'est ça. Les pourcentages sont assez énormes par rapport à un proche qui viole une femme. Ouais. C'est souvent le partenaire, les gens proches. C'est très rare. Enfin, c'est beaucoup plus rare de se faire violer dans un coin de rue le soir, dans un métro, en fait. De ce qu'on... C'était ça l'idée que j'avais du viol. Je pense qu'on avait toute ça comme idée. Voilà. Donc, on rentre pas tard le soir, on a peur, on fait attention aux inconnus, on fait attention, voilà. Et en fait, on se méfiait moins des gens qui étaient autour de nous, très proches. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'à l'époque, c'était juste impossible de mettre le mot dessus et qu'il a fallu que j'ai 35 ans et que je fasse... Ça fait quand même 6-7 ans que je suis en mode de développement personnel, à faire des thérapies, comprendre mon enfant intérieur, mes blessures, pourquoi la peur de l'abandon, le rejet et tout ça. J'ai jamais mis le mot là-dessus. Jamais. Jusqu'à ce que je fasse cet exercice. Et donc, je vais raconter brièvement ces 3 occurrences. J'avais respectivement 22, 23 et 25 ans. Et je tiens à dire que je pense qu'il y en a eu d'autres, dont qui me viennent pas aussi facilement à l'esprit. Mais donc, première situation, 22 ans. J'étais en saison sur la côte vers Arcachon, la côte atlantique, pardon. Et c'était une soirée où on avait énormément picolé. Et du coup, on était rentrés après la soirée chez un des collègues. Et ce collègue me dit, t'as qu'à dormir ici. Ok, je dors ici. Je dors dans son lit. Ok, pourquoi pas. Et il commence à se rapprocher. Et moi, je dis non, quoi. Je dis non. Je dis, apporte-moi un seau que je vomisse. Il m'apporte le seau pour que je vomisse. Et entre 2 vomis, il me baise. En fait. Parce que du coup, l'acte sexuel, ça remue, tu vois. Donc, plus il me baisait, plus j'avais envie de vomir. Et donc en fait, intervalle vomi, intervalle baise, intervalle vomi, intervalle baise. Voilà. Donc, c'était... sur le moment, dans ma tête, en fait, si tu veux, on sait tous ce que c'est de picoler et d'avoir un peu des blackouts le lendemain. Je n'ai rien oublié le lendemain. Enfin, je n'avais aucun blackout. Si ce n'est en fait... non, je n'avais pas de blackout, mais j'avais simplement un énorme sentiment de dégoût. Et en plus, ce mec-là, c'était un collègue. Le mec qui travaillait là où je travaillais. Donc j'ai vu sa gueule toute la putain de saison. Et le mec, il était parfaitement au KLM dans ses pompes. Aucun souci, quoi. Aucun souci. C'est normal. Ouais. Ah bah, normal, nature peinture, elle était bourrée, je l'ai baisée, c'est normal. Oh mon Dieu. Ok. Very well. Première occurrence. Deuxième occurrence, qui était un petit peu différente. 23 ans, 1 an plus tard, je suis en stage à Paris. Je viens de vivre une rupture. Pas méga engageante, une petite relation de quelques mois, mais un peu attristée. Je suis à Paris, je fais un stage dans un endroit extrêmement prestigieux, donc j'ai un problème d'estime de moi, parce que je me sens nulle. Je travaille dans la politique, qui n'est pas du tout mon domaine, donc je me sens méga nulle, je me sens méga affaiblie du coup, parce que je ne suis plus en relation. Et j'habite chez 2 amis, que je connais bien, à qui je fais toute confiance, que j'aime toujours, no worries. Et un soir, l'un de leurs amis vient à la maison. Il a une guitare, il est un peu BG, et on passe la soirée, il fume des pétards, il joue de la guitare et tout, sympa. Et puis, à un moment donné, les 2 collègues vont se coucher. Moi, comme il m'hébergeait que 3 mois, j'avais un petit lit avec un paravent dans le salon. Et là, ce mec commence à s'intéresser à moi de manière un peu plus... tu le sens dans le regard, tu vois, quand tu commences à avoir un petit peu d'intérêt. Moi, j'ai été flattée par cet intérêt, en fait, tu vois. J'ai été flattée parce que j'étais vulnérable sur le plan émotionnel et tout ça, donc j'étais contente qu'il s'intéresse à moi. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ah ouais, comme ça, on pourra... Enfin, des trucs, je m'auto-censure, mais je te le dis quand même, des trucs de midinette en mode, ah, ce serait trop bien qu'on puisse aller faire des petits déj en ville, tu vois, qui m'apprennent à jouer de la guitare.
Et le mec a commencé à m'embrasser et en fait à me dessaper. Et je disais non. Et le mec, il continuait. Et comme j'avais honte de ce qui était en train de se passer, eh ben, j'ai rien fait. Et je l'ai laissé faire. Parce qu'il y avait les 2 gars qui dormaient dans leur chambre. Et donc, je me suis dit, le pire dans tout ça, dans ce moment-là, c'est que j'ai eu la pensée de me dire, si mes 2 amis sortent de leur chambre, je vais passer pour une pute. J'ai pensé ça. T'as pris le blâme, en fait. Tu t'es dit, Mais c'est j'ai ma totalement faute. pris le blâme, tu vois. Et donc, j'ai laissé faire en disant non à maintes reprises. À Et lui, il maintes disait reprises. quoi ? Là, j'étais totalement... Enfin, mon état de conscience n'était pas du tout altéré comme la première fois. Ouais. J'ai dit non à maintes reprises. Il a continué jusqu'au bout. Il a ignoré ton... Il a totalement ton ignoré mes stops et il a continué. Donc ça, c'était le 2e. Et le 3e, qui finalement est peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'était avec un ami. C'était quelqu'un avec qui j'ai fait 1 année d'études, un master, et que j'aimais de tout mon cœur. Un homme très amical, très gentil. Tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Il a été extrêmement présent pour moi. Il me chouchoutait, je connaissais ses parents. J'étais tout le temps chez lui. On sortait. Il me prenait soin de moi. Il m'appelait ma puce. Je sais que je lui étais pas indifférente. On dit comme ça, ouais. Que je lui plaisais. Tu vois. Mais moi, j'avais toujours mis des barrières parce que déjà, je tenais beaucoup à cette amitié. Cette amitié m'apportait tellement que moi, il était hors de question, tu vois, de prendre quelconque risque de la gâcher. Et avant toute chose, avant même ça, c'est par ça que j'aurais dû commencer, c'est que je n'avais aucune attirance pour lui, physique. Aucune attirance physique et je n'avais aucun désir romantique à son égard. Et donc, de ce fait, il n'a jamais été question pour moi ni même d'envisager un one-shot, ni rien du tout. Moi, c'était mon ami et je me sentais en totale confiance avec lui. Et un soir, une des multiples soirées qu'on fait, un soir, on picole bien. Et du coup, je vais m'allonger dans la chambre parce que je suis hyper fatiguée d'avoir picolé et du coup... Voilà, j'étais allongée sur ce petit lit et lui rentre dans la pièce avec une meuf qu'il avait à moitié déjà pécho. Et la meuf me dit « Marion, t'es trop belle ». C'est vite fait ce que je me souviens parce que le cerveau, il efface un peu aussi, hein, des fois, ces scènes-là. La meuf me dit « Marion, t'es trop belle » et lui me dit « Grave, t'es trop belle ». Et en fait, tous les 2 viennent sur moi. Attouchement de pénétration aussi, enfin, toutes ces choses-là. Et sur le moment... je suis dégoûtée et c'est une période où je me sens pas bien dans mon corps et je me dis putain ils sont en train de me voir et tout, non et j'arrive pas à arrêter le truc. Je suis dans un état de totale vulnérabilité où je n'arrive pas à arrêter le truc. Et à un moment donné je dis quand même je veux me coucher et je crois que je me tourne. Je crois que c'est comme ça que ça s'arrête. Et le lendemain quand je me réveille, j'ai envie de gerber. J'ai envie de gerber en fait que cet ami m'ait fait un truc comme ça. Et je les revois à la fac. Enfin, voilà, quoi. C'est juste horrible. Mais je me dis, mais j'ai que cette amitié-là en ce moment. Je dois garder cette amitié. Donc, je reste amie avec ce mec. Et je continue de passer tout mon été en mode sortie, en mode festival, en mode on s'envoie des petits messages, on prend des news et viens faire du kayak et tout, machin. Ah ouais. Je continue de le fréquenter. Parce que je ne veux pas perdre l'amitié. Mais tu t'es rendu compte quand même qu'il y avait un... J'étais dégoûtée le lendemain, mais je n'ai pas été capable de le définir comme tel. D'accord. Donc dans ces 3 situations, il y a à aucun moment tu te dis là je subis un viol. Parce que les 3 sont violentes. C'est des moments où tu es dans une vulnérabilité qui est assez forte. Tu as ce rapport au corps aussi qui est difficile, etc. C'est quoi ? C'est de la peur ? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas déjà à le voir comme un viol ? Parce que c'est intégré, j'imagine, un peu pour toi. Tu dis, ok, en fait, si c'était une soirée, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ces 3 fois-là, en fait ? Alors, déjà, je pense que le point commun de ces 3 récits, c'est que j'étais à chaque fois dans une position de vulnérabilité. Que ce soit l'état de conscience altéré par l'alcool ou finalement la vulnérabilité émotionnelle, c'est à peu près la même chose. Donc il y a un terrain de vulnérabilité et il y a en plus le terrain de la difficulté de l'acceptation de soi
Et que donc, pour moi, le rapport au sexe, c'était une façon d'être aimé. Il y avait ça aussi, quand même, dans l'idée. Aussi, l'idée que finalement, si ça s'est passé, c'est parce que je suis qu'une pute. Tous ces concepts un petit peu qui se mélangent, tu vois. Et en fait, je me souviens plus exactement ce que c'était ta question, c'était ce que j'ai ressenti. Ouais, un peu, ouais. Comment ça se fait que... Enfin, est-ce que c'est la peur qui te... J'ai pas eu peur. En fait. J'ai pas eu peur. Ouais, t'as pas eu peur. À aucun moment, j'ai eu peur. Le lendemain, sur le moment, j'ai pas trop eu peur non plus. Je me souviens pas d'avoir eu peur. J'ai ressenti en fait du dégoût et de la rage. Je pense que c'est ça en fait les mots les plus forts. Et en fait, une trahison profonde. Une trahison profonde, et ça surtout de la part de cet ami, la troisième histoire. Parce que finalement, l'amitié, c'est comme une relation amoureuse. Tu t'abandonnes complètement à l'autre. Tu t'abandonnes et il connaît tout de toi, tu connais tout de lui. Si tu veux, quand tu connais si bien quelqu'un dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, c'est la vulnérabilité la plus totale. Tu sais comment faire mal à l'autre. Tu connais déjà ses limites. Il savait que je lui avais dit non à maintes reprises. Il les a quand même franchies, les limites. Il est allé à l'encontre de mon consentement délibérément en profitant d'un moment de vulnérabilité. Donc, pas de peur, mais du dégoût, de la rage. Et aussi, terrible, l'inquiétude de ce qu'ils ont pu penser de mon corps, qu'ils ont pris la liberté de voir dans un moment où je n'avais pas décidé d'être vue. Ça soulève pas mal d'autres questions et de choses complexes que nous renvoie la société en tant que femme, le corps. Je crois que c'est un autre débat. Mais c'est important de souligner que tu n'as pas eu peur, parce que parfois on associe le viol à cette peur, à ce moment d'angoisse, alors qu'en fait, un viol peut très bien se passer dans une sorte de coma, un peu, ou une sorte de... léthargie. Ouais, voilà, de se dire, ok, ça se passe. Là, c'est devant mes yeux, ça se passe. J'ai pas peur, ça se passe, mais ce dégoût et cette rage qui arrive après, quoi. Et ça, c'est important de le dire pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, moi, j'ai pas eu peur, en fait, ça s'est passé, et en fait, merde, en fait, c'était pas normal du tout, en fait. Et par rapport à ton ami, est-ce que tu as réussi un jour à lui en parler? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu le courage de te dire, en fait, ok, là, en fait... peut-être que ce serait bien de en fait, parler. j'ai jamais... comme je te dis, j'ai 36 ans, c'est seulement à 35 ans que j'ai réalisé que. Donc, pour moi, je l'ai engueulé le lendemain, je me souviens. Et ça a été froid un petit peu, un jour ou deux, mais après, c'est revenu à la normalité. Et donc après, les études ont fait qu'on ne s'est plus suivi géographiquement, et que donc, il est sorti de ma vie. Voilà, lentement, mais sûrement. Et en fait, il est revenu dans ma vie il y a 1 an, quelques mois avant que je fasse ce fameux exercice dont je t'ai parlé tout à l'heure de recouvrement d'âme, et que je réalise que c'était un viol. Géographiquement, on s'est retrouvés pas loin. Et on a repris contact et on s'est vu une fois. Il m'a présenté sa femme, tout va bien. Et je sentais un truc en moi. Qui me Est-ce que tu avais oublié cette histoire? En fait, tu l'avais mis un peu... En fait, ouais, quand je pensais à lui, je pensais pas nécessairement à cette histoire. Un petit peu, mais pas nécessairement. Je pensais au moment sympa, tu vois. Et en fait, non, c'était... on s'est revus, et comme je te disais, il y avait une espèce de sentiment de répulsion inexpliquée. Tu vois. Déjà, on avait des vies extrêmement différentes, donc j'ai beaucoup moins fité sur le plan humain avec la nouvelle version de lui, avec ce que moi j'étais devenue. Je nous ai trouvés extrêmement différents, donc j'ai pas vraiment cherché à cultiver la connivence pour reformer une amitié. Lui était très en demande, et après plusieurs invitations déclinées de ma part, entre-temps, j'ai fait cet exercice. C'était pas lié à lui, c'est arrivé comme ça dans ce moment-là. Et là, j'ai réalisé que... Et un jour, après une énième invitation de sa part que je refuse, je décide de lui faire une voice note et de lui expliquer. Et dans cette voice note, je lui dis, écoute,
j'arrive pas à te décrocher, j'arrive pas à accepter ton invitation parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tant d'années, tu as abusé de moi. Et donc, je lui explique la scène, très rapidement, je lui dis, tu sais très bien de quoi je parle, c'était tel soir avec telle personne, il s'est passé ça et tout machin. Aux yeux de la loi, aujourd'hui, c'est considéré comme du viol. Et donc là, je sors le mot une seule fois dans toute la voice note, parce que j'assume pas le mot, en fait, je crois. Donc, je lui dis à plusieurs reprises, tu as abusé de moi, j'étais pas consciente, et tu as totalement abusé de moi, alors que tu savais déjà que je ne souhaitais pas avoir de rapport avec toi, ni amoureux, ni sexuel, ni rien. Et je lui dis pour cette raison, je ne te souhaite pas de mauvaises choses, mais je ne te veux plus dans ma vie. Et je ne te demanderai surtout, de n'ouvrir aucun débat ou aucune espèce de justification en réponse à cette voice. Je préférerais que tu répondes pas, mais si tu réponds, n'ose même pas lancer un débat, une ouverture sur de la justification. Il a répondu dans les 15 minutes, une voice note en pleurs. Wow. En me disant, il n'y a pas d'excuse, j'entends tout à fait, je suis désolée, je pourrais jamais te dire à quel point je suis désolée. Et tu méritais pas ça, et personne mérite ça, et je comprends tout à fait que tu me sortes de ta vie, je mérite pas d'être dans ta vie. Je te souhaite le meilleur, et je m'en voudrais toute ma vie de t'avoir fait ça. Voilà. Ça me fait un peu des frissons. Mais parce que ça a dû te faire aussi un... je vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais qu'est-ce que ça t'a fait ressentir quand il t'a répondu ça, en fait? Bien fait. Ouais. En fait, le sentiment que j'ai eu tout de suite, c'était un sentiment de vengeance. Un sentiment que moi, je vais vivre avec ça toute ma vie, mais toi aussi. Toi aussi. Moi, j'ai rien demandé. Toi, tu me l'as fait. Mais toi, t'avais peut-être pas demandé à ce que je te rappelle cet événement maintenant que t'es mariée et tout, mais je te le rappelle. Je te le rappelle, et maintenant, tu vas y penser toute ta vie. Et si un jour t'as une fille, ou si un jour t'as d'autres rapports aux femmes, tu réfléchiras différemment. Peut-être qu'il n'était plus un Robert entre-temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, une chose est sûre, c'est que, à mon avis, ça lui servira de leçon. Et en fait, j'ai été comme rassurée qu'il soit triste. Comme si, en fait, l'impression de ne pas m'être trop trompée sur le fait que si, en fait, c'était un mec quand même qui était sensible et tout ça, tu vois. Mais enfin, ça... Oui, ça n'excuse rien. Mais... Ça n'excuse rien. Mais au moins, il a reconnu et il a dit... Il a reconnu, donc déjà, reconnaître... le fait que ça existait, que ce soit... voilà. Ouais. Déjà, je me suis sentie reconnue. Et ouais, le fait que tu m'as fait mal, je t'ai fait mal maintenant. Toi aussi, tu vas vivre avec une douleur et une tristesse. Donc, ouais, surtout un sentiment de vengeance. En tout cas, c'était hyper courageux à toi de lui en parler et d'en parler aussi aujourd'hui. Je te remercie vraiment pour ça. Et du coup, le temps passe. Oui. Le temps passe. Et j'avais la question, en fait, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes qui... Enfin, j'ai une question avant, je pense qu'on peut rapidement l'aborder. C'était, est-ce que tu penses que déjà, ils se sont rendus compte de l'impact qu'ils ont eu sur toi, ces gens? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'ils ne se sont pas du tout rendus compte qu'en fait, ils se sont servis parce que Marion, c'était la meuf qui couchait avec plusieurs mecs parce que c'était cool, parce que ça lui plaisait. En fait, c'était cool parce que je l'avais décidé, pas parce que foncièrement, tu vois. Et donc, pour eux, c'était pas grave. C'était pas grave. Donc, je pense que non, ils n'ont pas du tout mesuré l'impact. À part quand tu l'as dit, tu imagines le dernier Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, ça m'a donné presque envie d'écrire aux autres. Et puis, j'ai préféré pas remuer le couteau. Pour moi, pas pour eux, rien à foutre d'eux, mais pas pour moi, je me suis dit, voilà. L'univers m'a apporté cette personne. C'est peut-être juste de le faire maintenant. Je vais pas aller remuer le passé avec les autres. J'ai pas envie. Donc non, je pense qu'ils se sont pas rendus compte. Celui la deuxième histoire où j'ai dit non et que j'étais complètement nette, lui, il a peut-être senti passer. Lui, peut-être. Mais on s'est jamais revus, ni d'Ève ni d'Adam, donc je ne sais pas. D'accord. Voilà.
Ouais, ça fait un peu peur quand même de se dire Ouais. qu'en fait, ils se rendent même pas compte. Ouais. En fait, ça... Bon, on espère que maintenant voilà, les sujets se dévoilent un peu plus, les femmes prennent un peu plus la parole là-dessus, que je suis persuadée qu'il y a des hommes qui se retournent sur leur passé, qui se disent peut-être que en fait moi Ouais. j'avais un petit peu abusé à ce moment-là où j'ai carrément été trop loin. Et on espère qu'ils éduqueront leur fils différemment. Ouais. Donc voilà, donc la prochaine question c'était qu'est-ce que tu dirais du coup aux femmes qui ont vécu cette situation ou qui la vivent aujourd'hui, qui sont passées par là, qui ont vécu ces viols un peu silencieux, je sais pas comment les appeler, c'est un peu difficile de mettre un nom particulier en fonction de la situation que tu vis, mais qu'est-ce que tu aimerais toi leur dire à ces femmes en fait? La première chose, c'est pas ta faute. Même si t'es une fille qui aime coucher avec 3 gars différents tous les jours de l'année, c'est pas une raison. Rien ne justifie ça. Donc ce que ces personnes t'ont fait n'est pas justifiable. Rien ne l'excuse, rien ne le justifie. Et ce n'est surtout pas ta faute. Même si tu t'es habillée comme une, quote, pute, même si tu leur as fait du rentre-dedans, même si tu les as chauffés et qu'après t'as changé d'avis, ce n'est pas ta faute. Ils n'avaient pas le droit. La deuxième chose, c'est tu mérites quand même le respect, même si on t'a fait ça. Et en fait, on t'aimera toujours, malgré que tu dises non ou malgré que tu aies vécu ça, en fait. Donc, je pense que c'est ces messages-là, parce que je pense que l'amour-propre, il en prend un énorme coup après ces événements-là. Parce que franchement, t'as l'impression d'être en libre service, quoi. Et que peu importe ce que tu penses, finalement, c'est normal que les gens se servent. Donc, en fait, on t'aimera. Même si t'es pas en libre service, même si t'as vécu ces choses-là que moi, j'ai ressenties comme dégradantes, on t'aimera quand même. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de dire aux filles. C'est pas ta faute, tu méritais pas ça. Et on t'aimera quand même. Je pense. On va essayer de partir sur un côté positif. Est-ce que alors je sais que c'est dur de se reconstruire, de voir tout ça, malgré tout ce que tu as vécu, et je sais que tu en as vécu beaucoup de situations difficiles. Est-ce que tu vois quand même certains points positifs dans la société d'aujourd'hui qui essaient de montrer qu'on tend quand même vers une égalité des sexes? Complètement. Ok. Complètement. Non, je suis super positive par rapport à ça. Et c'est un petit peu le parallèle que je te faisais tout à l'heure, hein. C'est un changement sociétal dans les mentalités, dans les mœurs, avec le parallèle un peu naze de l'arrêt de la cigarette. C'est que à un moment donné, l'ascendant homme-femme, c'est quelque chose de stylé parce que l'homme a un instinct primaire, qu'il est plus fort, qu'il est plus grand. Fumer des clopes, c'est trop stylé, sorti de la guerre, machin et tout. Aujourd'hui, en fait, t'es pas du tout stylé, t'es en train de te buter. Bon, ben voilà. T'es pas du tout stylé à prouver ta supériorité, t'es qu'un gros con. T'es en train de te buter. Voilà. Non mais... Tu vois, donc il y a clairement une évolution sociétale avec tous les mouvements qu'on a vus. Et je me considère beaucoup moins féministe que certaines femmes qui sont autour de moi. Donc je suis moins informée que mes amis, par exemple. Mais en tout cas, ce que moi, je vois à mon échelle sur les réseaux sociaux, dans les groupes de parole, dans toutes ces choses-là, moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir parce que déjà, médiatiquement, on parle du consentement. C'est quelque chose qui est en train d'arriver dans les écoles. C'est quelque chose qui est en train d'arriver dans la bouche des parents, dans l'éducation des enfants, que ce soit apprendre à une fille ce qu'est le consentement. Parce qu'on en a tendance à penser, oui, il faut l'apprendre aux garçons. Mais apprenons à une fille ce que c'est aussi le consentement. Apprenons qu'une fille, elle peut dire non. Elle doit dire non quand elle pense non, tu vois. Et donc... Après, avec toutes les éducations positives, avec la parentalité, avec toutes ces choses... Des fois, à mon sens personnel, des fois, ça va très loin. Mais finalement, pourquoi pas? C'est toujours pour tendre à quelque chose de plus sain, d'égal, de non-violent. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a quand même des belles choses aujourd'hui. Tu vois, là, je suis tombée assez récemment, j'ai oublié le nom, dommage, je te le partagerai a posteriori. Je suis tombée sur certains comptes Instagram d'hommes qui parlent de masculinité positive. Et je trouve en fait que c'est super bien. Parce qu'en fait... on peut avoir plein de femmes qui dénoncent Balance ton porc, qui parlent aux médias, qui dénoncent que Dominique Strauss-Kahn a violé 92 meufs. Ok, mais tant que ça viendra pas d'un acte de fédération masculine en disant « Venez, on arrête d'être des connards ».
et ben en fait, je pense qu'il y aura moins de poids. Parce que le Robert, il va dire allez, encore une qui fait style qu'elle s'est fait violer, ou encore une qui Encore une qui a mis une mini-jupe, tu vois. Le Robert, il va continuer à être excité. Alors que si son pote trop stylé, super puissant, avec ses gros muscles et tout, il lui dit mec, quand tu fais ça, t'es qu'une merde. En fait, tu prouves juste que t'es qu'une merde, tu prouves pas du tout que t'es un homme. En fait, sois un homme et ne fais pas ça. Et ben, je pense que ça va vraiment faire avancer de l'intérieur. Enfin, Inception le truc. Et je trouve que ça c'est hyper positif. C'est compte de masculinité positive. Et en exemple que je t'ai cité offline, c'est par exemple un homme qui expliquait la sexualité et pourquoi c'était juste pas possible de parler de sa meuf qui a fait l'étoile de mer dans leur dernière relation sexuelle. Et en fait, il dressait les moultes possibilités qui pouvaient être les raisons, tu vois, de pourquoi elle aurait fait l'étoile de mer. Et je trouvais ça, en fait, extrêmement pertinent. Ça a éveillé des choses chez les hommes, à mon avis, qui ne soupçonnaient même pas. Finalement, l'étoile de mer, c'est juste une meuf nulle au pieu qui n'a pas du tout envie d'y mettre du cœur. Bah, mec, si seulement, tu sais, les femmes aussi, on aime le cul et on n'est pas des étoiles de mer parce qu'on est nuls en fait, on est des étoiles de mer pour beaucoup d'autres raisons, mais certainement pas celle-là. Il listait toutes les raisons, hein, tu m'avais dit. Il citait toutes les raisons, ouais. Par exemple, ça peut être, elle en a tellement marre de te dire qu'en fait, elle a passé une mauvaise journée qu'elle n'a pas envie, que là, juste, elle se laisse faire pour être débarrassée. Enfin, voilà, qu'en fait, quand tu lui fais l'amour, tu lui fais mal et que donc, elle sait plus te dire non. Enfin, plein de raisons, quoi. C'était assez émouvant de lire ce post, d'ailleurs. Donc, il y a ça. Je pense aussi qu'il y a aussi... de la progression dans les entreprises, même si on n'y est pas encore. Après, c'est peut-être un petit peu biaisé parce que moi, j'étais au UK, donc en Angleterre, et dans la boîte dans laquelle je travaillais, il y avait une parité homme-femme, et il y avait beaucoup de femmes au poste de direction. Dans les chief of, il y avait des femmes, il y avait beaucoup de femmes directrices. J'étais dans une équipe que de femmes, et pourtant, on n'était pas dans des trucs de... On n'était pas en hospitality, quoi. Voilà, on était sur le terrain avec des chaussures de sécurité, des casques, des trucs de bonhomme, entre guillemets. Tu vois, je déteste être la fille qui utilise ces mots-là, mais parlons avec un langage commun. Un langage de Robert. Voilà, un langage de Robert. Et ouais, moi, ça m'a fait plaisir, quoi, de voir toutes ces femmes badass qui lead. Et en fait, ce qui était beau, ce que j'ai adoré dans ma dernière boîte, c'est qu'il y a un mec, un jour, qui me dit « Je suis fou amoureux de Kelly ». Mais parce qu'elle est une badass. Moi, quand je la vois leader les équipes, elle me fait bander, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, ouais, il y a des mecs qui trouvent ça sexy qu'une femme ait plus de pouvoir hiérarchique dans l'entreprise que lui. Et je me dis, ouais, ça, c'est le début. Ça, c'est franchement le début. Et il n'y avait rien de malsain en mode domine-moi. C'était pas du tout dans ce délire, tu vois. Tu sentais que il y avait vraiment... de l'admiration pour elle. Ouais, de l'admiration, de la fierté. Et ouais, c'était cool, tu vois. Et du coup, ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu en France, donc je ne sais pas si ce parallèle, il marche pour les entreprises françaises, mais on voit déjà tellement de choses merveilleuses dans tout ce qui est les pays scandinaves. On en parlait tout à l'heure, du congé paternité. Enfin, il y a beaucoup de progrès, je trouve, quand même. Donc j'ai envie d'être positive. Restons-le. Voilà. Du coup, dernière question, ça fait déjà une petite heure qu'on parle. Wow. Oh là là, je t'avais dit qu'il fallait m'arrêter. Non, nickel. La dernière question, c'est on s'adresse directement à Robert, qui nous écoute peut-être, qui sait, avec un peu de chance, un petit peu il s'est perdu peut-être sur les plateformes. Il se dit, tiens, on parle de moi ici. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? En fait, pour faire une ouverture positive, j'aimerais lui dire, tu ne seras pas pardonné pour tout le mal que tu as fait. Mais si aujourd'hui tu décides de plus en faire, déjà ce sera génial. Donc en fait, dès aujourd'hui, tu peux décider d'arrêter d'être un Robert et ce sera déjà super. Voilà. Écoute Robert, si tu nous entends. Robert, écoute bien. Arrête. Ouais. Arrête tes conneries. Arrête. Tu seras pas pardonné, mais franchement, tu peux passer le reste de ta vie à être cool. Ok. Mais écoute, merci beaucoup Marion pour toutes tes réponses. Franchement, c'était très émouvant et c'était un vrai partage hyper authentique. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu enfin, il y a peut-être encore beaucoup de choses que tu aurais voulu nous dire. On a eu beaucoup de discussions, on se connaît depuis longtemps, toi et moi, donc on a eu le temps d'échanger avant. Mais voilà, je voulais te remercier vraiment du fond du cœur d'être venu aujourd'hui, d'avoir raconté toutes tes histoires et en espérant que ça aide
d'autres femmes et d'hommes. Et d'hommes, on espère d'hommes aussi. On espère qui prennent le tournant. Merci beaucoup Laura, merci. Ça m'a fait plaisir de contribuer. Merci à tous. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça me fait vraiment super chaud au cœur. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram sur le compte Have You Met Robert pour découvrir tous les nouveaux épisodes qui vont sortir et surtout pour me contacter directement si vous avez envie pour participer au podcast, raconter vos histoires, vos récits. C'est avec vos témoignages que le podcast se fait. Je serais ravie de vous interviewer. Je pense que toutes les histoires sont importantes à raconter. N'hésitez pas, je répondrai à tous vos messages. Je vous remercie encore pour votre écoute et à très vite.